Et deux invités avec nous sur le plateau de 64 minutes. Isabelle Mouniaman-Nara, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la responsable programme chez Médecins sans frontières. Avec nous également Pascal Boniface. Bienvenue à vous également. Politologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. L'année stratégique 2022, analyse des enjeux internationaux. C'est chez Armand Collin. On imagine que vous allez devoir sans doute l'actualiser puisque ça a été bouclé avant le retour au pouvoir en Afghanistan des talibans. Peut-être première question pour vous, Pascal Boniface. Comment qualifiez-vous ce retrait américain? Je le disais, les qualificatifs ne manquent pas. Oui, vous avez utilisé tous ceux que l'on peut employer. C'est effectivement une débâcle, une défaite à coup sûr. Les Américains et l'OTAN. L'OTAN était présent, ont perdu une guerre et ils ont perdu la guerre contre les talibans. Et cette défaite qui était programmée, parce que ça fait des années que l'on sait que cette guerre ne peut pas être gagnée, elle s'est accompagnée d'une évacuation qui s'est faite dans la précipitation, qui s'est faite comme une débâcle parce qu'elle a été mal anticipée, mal programmée et on a laissé les images que l'on a vues, on a laissé, disons, les images peu glorieuses quand même de gens qu'on laissait et qui voulaient partir et qu'on a laissé à leur triste sort. Pourquoi vous dites c'était pas gagnable? C'est comme le Vietnam où on ne peut pas imposer la démocratie à l'occidental. Surtout, on ne peut pas gagner une guerre de contre-insurrection. Les guerres de contre-insurrection en Libye, en Irak, en Afghanistan, et on peut se poser la question pour le Sahel. Les guerres de contre-insurrection, il faudrait une armée massive. Il faudrait qu'une armée qui représente 5% de la population du pays que l'on veut occuper. Les armées dites de libération se transforment très rapidement en armées d'occupation, parce que les militaires américains n'ont jamais fraternisé, ne se sont jamais mélangés avec la population. Du coup, la population, même si elle n'est pas au départ pro-talibans, elle voit les talibans comme les seuls à vouloir défendre l'identité nationale contre ceux qui apparaissent très rapidement, une fois encore, comme des envahisseurs. Si vous y ajoutez la corruption sur laquelle les Occidentaux ont fermé les yeux, il y a du coup un rejet assez vite de ce qui est une présence internationale, mis à part bien sûr les ONG qui, elles, sont en contact avec la population. Et donc, c'est toute la différence. Vous avez des ONG qui sont au contact de la population et qui sont encore sur place, la preuve. Ouais. Et par contre, les militaires qui ne pouvaient pas avoir de relation avec la population, une fois encore vécus comme des occupants, à tort ou à raison, ont dû partir. Et justement, Isabelle Mouniaman-Nara, vous avez des équipes sur place, 50 internationaux, 2300 Afghanes et Afghans. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent à l'heure où l'on parle? Écoutez, aujourd'hui, tous les projets d'MSF, on en a 5, Kunduz, Ros, Kandahar, Lashkagar et Herat, et puis la coordination à Kaboul, fonctionne, les hôpitaux sont pleins. C'est bien que vous nous rappeliez d'ailleurs toutes ces villes ce soir, parce que l'Afghanistan, ce n'est pas que Kaboul. Tout à fait, non mais c'est vrai. Et tous les hôpitaux sont pleins, on fait face aussi à une augmentation, aujourd'hui sur Herat par exemple, on fait face à une crise nutritionnelle, donc on a de la malnutrition, il y a toujours le Covid, il ne faut quand même pas aussi l'oublier. Donc un gros projet de support au Covid. Et on va voir si vous êtes dans le collimateur ou non des talibans, puisqu'il semble que vous ayez bien entendu des discussions avec cette organisation. Direction New York, Kaboul, deux villes bien entendu. C'est l'histoire qui se répète, hein, comme il y a 20 ans pratiquement. Elisabeth Guedel, bonjour. Joe Biden va s'exprimer tout à l'heure. Le président américain est en grande difficulté à 11 jours des commémorations des attentats du World Trade Center. Hein. Et oui, avec le départ du dernier soldat américain de Kaboul, Joe Biden va pouvoir prendre un peu de recul et expliquer pourquoi il a décidé de ne pas prolonger la présence des États-Unis en Afghanistan, un retrait des troupes humiliant pour les Américains aujourd'hui, mais pour le président, et il va le répéter, c'était la bonne décision à prendre. Il va aussi expliquer pourquoi il a accepté, comme avant lui Donald Trump, des discussions directes avec les talibans, discussions selon la Maison-Blanche qui ont permis de mettre en place le pont aérien, d'évacuer plus de 123 000 civils en 17 jours et qui devrait permettre de sortir du pays encore les Américains et les Afghans alliés sur place. Vous savez, ce qui domine aujourd'hui aux États-Unis, c'est un sentiment d'un immense gâchis, 2 décennies d'efforts, plus de $2000 engloutis et surtout plus de 2400 soldats tombés au combat. Quels que soient ces mots, Joe Biden sait que ça restera une ombre sur sa présidence. Donc, il a plutôt envie de vite tourner la page. On verra s'il profite de cette déclaration télévisée pour justement recentrer l'attention des Américains sur autre chose, sur la crise sanitaire et économique. Mais c'est vrai qu'il y a cette date, les 20 ans des attentats du 11 septembre ici à New York et dans tout le pays. Évidemment, ça, et il ne va pas pouvoir échapper à ce rappel de ces 20 ans de guerre d'Afghanistan.
Elisabeth, vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. 20 ans, 2 décennies. George Bush Jr., Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. 4 présidents. Pascal Boniface. Qui est responsable de ce fiasco ? Eh bien, tous ceux qui sont acceptés, c'est une chaîne finalement ininterrompue. Bien sûr, le premier décisionnaire, c'est George Bush, et je dirais encore plus pour avoir déclaré la guerre en Irak, puisque c'est ça qui a diverti l'attention. Au départ, en 2001, la guerre en Afghanistan est largement soutenue au niveau international, puisque c'est la légitime défense par rapport à l'attaque d'Al-Qaïda. Et puis ensuite, on a diverti les choses, on a changé de mission. De la guerre de nécessité, on a fait une guerre de choix, celle d'Irak, et c'est à partir de là que les choses ne sont pas allées. Ce qu'on peut reprocher à Obama, c'est de ne pas avoir eu le courage de s'opposer au Pentagone. Il voulait quitter l'Afghanistan avant. Biden était favorable lorsqu'il était vice-président, mais le Pentagone a un petit peu fait pression et Obama n'a pas eu le courage de s'opposer à cela. Trump, finalement, a commencé. Parce que si on parle de la débâcle, l'accord de paix, il n'a pas été signé par Biden. Biden n'est ni responsable de la guerre, ni de l'accord de paix, ni de l'évacuation qui a été planifiée par le Pentagone. Donc c'est Trump qui signe l'accord de paix. Il a beau critiquer Biden, c'est bien lui qui a signé l'accord de paix tel qu'il est là. C'est-à-dire qu'on part et peu importe ce qui se passe en Afghanistan par la suite, après moi le déluge. Et donc Biden, effectivement, qui aurait pu, mais Biden n'avait pas tellement de choix. S'il avait dit on va évacuer plein d'Afghans parce qu'on se retire, on l'aurait accusé d'avoir laissé tomber le gouvernement afghan et d'être responsable de la prise de pouvoir par les talibans. Et s'il était resté plus longtemps, la guerre aurait duré plus longtemps, elle n'aurait pas été gagnée, il y aurait plus de pertes américaines, plus de pertes afghanes, plus de morts. Ouais. Et finalement, au final, ce qu'il va pouvoir dire, et la façon dont il peut s'en sortir, c'est de dire aux Américains, voilà, j'ai mis fin à la guerre, il n'y aura plus d'Américains qui perdront leur vie en Afghanistan. Ouais. Et ça, bien sûr, les médias, les experts stratégiques, donc nos collègues là-bas, critiquent beaucoup Biden. Mais la population américaine est plutôt contente que ceci prenne fin. Justement, Elisabeth, à New York, on vous retrouve. Pascal Boniface parlait de cet accord officieux, tacite. On sait que le patron de la CIA a rencontré discrètement un responsable taliban. Qu'est-ce qui s'est joué? L'engagement, c'est quoi? C'est vous ne commettez pas d'attentat ni en Europe ni aux États-Unis. La question sécuritaire, c'est l'obsession des États-Unis à quelques jours des commémorations du 11 septembre. Oui, Joe Biden va devoir rassurer les Américains. C'est effectivement la grande question. Est-ce que ce retrait d'Afghanistan, ça veut dire moins de sécurité, plus de risques d'attentats sur le sol américain? C'est la grande question. Qu'est-ce qui a été négocié? Est-ce qu'on peut se fier aux talibans? Et vous savez, cette fin chaotique de la guerre d'Afghanistan, c'est un petit peu décrédibilisé. Joe Biden, qui paraissait plutôt bien diriger le pays, bien maîtriser la bonne gestion de la crise sanitaire, et bien là, les Américains doutent de leur président et il va falloir, Joe Biden, montrer qu'il sait gérer l'accueil des réfugiés afghans. Donc cette après-guerre d'Afghanistan. Elisabeth, à New York pour TV5 Monde, nous le savons, l'endroit stratégique en ce moment en Afghanistan, c'est l'aéroport de Kaboul. Les talibans sont-ils en mesure de le faire fonctionner? Ou bien, comme la rumeur monte, la Turquie ou le Qatar vont en prendre le contrôle? Mevalo nous donne quelques éléments. Ils paradent sur le tarmac. Les Américains sont partis. Les talibans sont désormais aussi les maîtres de l'aéroport de Kaboul. Leur ultime butin de guerre, à l'enjeu vital, comme le rappelle la chancelière allemande. Cet aéroport est d'une importance existentielle pour l'Afghanistan, car sans lui, aucune aide médicale ou humanitaire ne peut parvenir. Avant même le retrait des troupes de Washington, la question de l'avenir de l'aéroport de Kaboul était posée. La Turquie, soucieuse de combler le vide laissé par les États-Unis, est en négociation avec les talibans. Il y a eu des propositions pour exploiter l'aéroport de Kaboul. À qui? À nous. Ils ont dit « Nous assurerons la sécurité, vous assurerez l'exploitation de l'aéroport ». Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet, parce qu'actuellement là-bas, n'importe quoi, n'importe quel drame peut arriver. Les ex-insurgés assurent n'avoir besoin de personne en matière de sécurité. Mais ont-ils les moyens de leur politique? Peuvent-ils assumer seuls la sécurisation de l'aéroport de Kaboul, cible ces derniers jours des terroristes du groupe État islamique? Un certain nombre des Afghans qui sont en capacité d'assumer cette fonction, comme du reste une bonne partie de la gestion d'une administration, font partie de ceux qui ont quitté le pays. Il y avait sur le chiffre officiel du nombre d'avions, 210 avions et hélicoptères, 167 étaient effectivement en capacité de voler. Une bonne partie de ces avions et de ces hélicoptères, et donc de leurs pilotes, ne sont plus en capacité de le faire car ils ont fui. L'avenir de l'aéroport de Kaboul se joue aussi au Qatar. Le petit émirat du Golfe, qui entretient de bonnes relations avec les talibans,
s'est imposé comme acteur clé et pourrait être impliqué dans sa gestion future. Voilà, ça s'avère compliqué, notamment pour les humanitaires. Isabelle Mouniamannara, justement, précisément, quel est l'accord, entre guillemets, si l'on peut dire, que vous avez passé avec les talibans pour pouvoir continuer à travailler, et expliquez-nous comment vous allez procéder ces prochains jours. Donc nous sommes en contact et en discussion avec les talibans depuis des années. MSF travaille en Afghanistan depuis 1987 et régulièrement on a des contacts. On a eu et récemment des accords verbaux et même écrits qui assurait notre sécurité et notre accès aux différents projets. Et ça se vérifie sur le terrain. Nos staffs nationaux qui travaillent aujourd'hui dans les 5 provinces que j'ai citées n'ont pas été embêtés par les talibans. Donc pas d'inquiétude pour vous à ce jour en Afghanistan? Il n'y a pas eu pour l'instant d'inquiétude sur nos équipes, mais nos équipes nous rapportent bien leur inquiétude. Et le personnel et les femmes afghanes qui travaillent à MSF peuvent continuer à travailler? Alors les talibans, officiellement, ont dit que les femmes pourraient continuer à travailler, surtout celles qui sont dans l'éducation et dans la santé. Pour l'instant, nous, dans nos hôpitaux et dans notre équipe, même si on a quand même peu de femmes, mais il y en a, on n'a pas encore été inquiétés par rapport à ça. Ouais. Pierre Micheletti, votre confrère, si l'on peut dire, président d'Action contre la faim, estime que les organisations humanitaires, je le cite, qui continueront d'œuvrer sur place, vont devoir prouver leur impartialité afin de ne pas paraître suspectes aux yeux des nouveaux dirigeants du pays. Comment on fait ? Traditionnellement, nous, en tout cas, MSF, on discute et on négocie avec toutes les parties au pouvoir, que ce soit en Afghanistan ou dans d'autres pays en conflit où on travaille. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la routine de notre travail. Mais que ferez-vous si les talibans, par exemple, vous disent il faut soigner plutôt telle personne que celle-ci, plutôt tel hôpital? Ça fait partie de la négociation, de l'accès aux soins. Non, je dis que ça fait partie de la négociation, de l'accès aux soins, de la pression aussi qu'on peut avoir avec eux. Et dans l'histoire d'MSF en Afghanistan, on a réussi à travailler correctement quand même. Cyril Payen nous disait tout à l'heure en direct de Kaboul que le millésime 1996 n'est pas le millésime 2021 des talibans qui donnent en effet, quoi qu'on en pense, des gages depuis plusieurs jours. Vont-ils respecter leurs engagements ou bien est-ce une stratégie pour asseoir leur pouvoir? Élément de réponse avec Malik Mikhtar. Zabiullah Mujahid, c'est le visage mis en avant pour rendre les talibans fréquentables. Depuis la chute de Kaboul, il multiplie les apparitions médiatiques, conférences de presse, interviews et autres prises de parole. Après la victoire, place à la propagande. Le nouveau régime veut rassurer. Dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, Souhail Shaheen, membre du groupe de négociateurs talibans à Doha, possède 445 000 abonnés sur Twitter. Il publie tous les jours, en dari, en arabe et en anglais. Les talibans reconstruisent les routes, les filles retournent à l'école. Une campagne de communication parfaitement orchestrée pour montrer au monde que les talibans ont changé. Mais déjà, des voix s'élèvent. Les talibans n'ont pas changé et ils ne changeront jamais. Ils n'ont déjà pas tenu leurs promesses. Zabiullah Mujahid a déclaré que les femmes doivent rester chez elles jusqu'à ce que les situations politiques et sécuritaires soient rétablies, en garantissant que nous serons payés. Mais nous ne travaillons pas que pour l'argent. Il y a quelques jours, sur ce plateau de télévision afghane, ce présentateur a été forcé de demander aux gens de rallier la cause des hommes armés qui l'entouraient. Une différence nette entre ce que les talibans font et ce qu'ils décident de montrer au monde. Derrière moi, là. Voilà donc, mais la question, Pascal Boniface, qu'on va se poser, c'est ce que veulent vraiment les talibans. Est-ce qu'il y a un risque que ce pays, l'Afghanistan, devienne, avec tous les guillemets requis, le berceau du terrorisme mondial ? Alors, le risque zéro n'existe pas. Ceci étant, si on voit les différents scénarios, non. Les talibans veulent rester au pouvoir. Ils savent que c'est pour avoir trop laissé Al-Qaïda faire des siennes qu'ils ont perdu le pouvoir en 2001. Par ailleurs, le pays a changé. Les talibans n'ont peut-être pas beaucoup changé, mais le monde a changé et l'Afghanistan a changé. Il y a beaucoup plus, notamment du fait de l'action des ONG, de gens qui sont formés, qui sont ouverts à l'extérieur et qui ne se laisseront pas faire. Et puis, pour les talibans, il faut gérer le pays. C'est une chose que de faire des attentats, de s'attaquer à une armée. C'est autre chose que d'assurer l'approvisionnement, d'assurer un système de santé, d'éducation. Mais vous dites d'ailleurs, Pascal, les talibans n'ont pas pour stratégie, je vous cite, de s'infiltrer dans les sociétés occidentales pour les dynamiter. Ce sont vos propres mots. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de risque, même si le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est Daesh qui veut faire ça. Daesh, l'opposition entre les talibans et Daesh, c'est que les talibans, ils veulent diriger l'Afghanistan. Et ils savent que s'ils veulent diriger l'Afghanistan, il faudra que d'une façon ou d'une autre, ils s'accommodent du monde extérieur. Par contre, Daesh, eux, ils ont comme vocation, comme idéologie, de faire
de refaire un califat à l'échelle mondiale et donc de faire des attentats pour avancer les causes. Et pourquoi Daesh a fait un attentat à Kaboul, à l'aéroport? C'est pour s'opposer aux Américains, mais s'opposer également aux talibans. Alors bien sûr, je comprends que pour beaucoup de téléspectateurs, c'est un peu compliqué parce que et Daesh et talibans ont plutôt mauvaise réputation, pour employer un euphémisme, mais ils ont une partie de l'objet commune, mais ils n'ont pas le même objectif. Mais ça va être un enjeu, justement, ils n'ont pas le même objectif. Est-ce que les talibans ont les moyens politiques, militaires de lutter contre Daesh? Ils ont normalement, c'est un défi pour eux de montrer qu'ils sont en capacité d'empêcher Daesh de nuire parce que Daesh est leur ennemi. Et les talibans, pour paradoxal que ça puisse paraître, sont un peu le rempart contre Daesh par rapport au monde extérieur. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre éclairage, l'année stratégique 2022 chez Armand Collin. Merci beaucoup à vous Isabelle Mouniaman-Nara, responsable de Médecins sans frontières. Vos équipes sont donc toujours sur place aujourd'hui, courageusement en Afghanistan.